Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis l'un des professeurs de droit civil au sein de l'ISP. Et je vous propose dans cette vidéo de corriger le sujet d'annales du concours de LM complémentaire 2015 en droit civil. Ce sujet était la responsabilité du fait des choses et des animaux. En 2015, le sujet la responsabilité du fait des choses et des animaux était absolument prégnant en jurisprudence. Il n'avait pas l'occurrence qu'il peut avoir aujourd'hui avec la réforme de la responsabilité civile. On voit donc d'abord, à propos du sujet la responsabilité du fait des choses et des animaux, que ce sujet a sans doute été choisi par le jury du concours de l'ENM complémentaire en fonction d'une certaine actualité jurisprudentielle. C'est en toute logique d'ailleurs que le choix du jury quant au sujet se fait régulièrement en fonction de cette actualité, notamment de la Cour de cassation. Alors la responsabilité du fait des choses et des animaux, c'est évidemment un sujet de droit du délit. Je vous rappelle que dans le cadre du concours de l'ENM complémentaire, en droit civil, le programme consiste à envisager l'ensemble du droit des obligations, ce qui implique d'envisager évidemment le droit des contrats, le droit du délit, le droit de la preuve, le droit de la prescription, et aussi un peu de droit de la famille, ce que l'on appelle le droit du couple, avec notamment évidemment ce qui concerne le mariage et le divorce, notions qui ont fait elles-mêmes l'objet des annales, si ma mémoire est bonne, peut-être 2016 ou 2017, je ne sais plus. Bref, je vais en revenir au sujet la responsabilité du fait des choses et des animaux pour dire que c'est un sujet donc de droit du délit, de responsabilité civile extra-contractuelle, c'est surtout un sujet extrêmement important. En effet, il est constant que la responsabilité du fait des choses et des animaux a pris une place considérable dans notre droit privé aujourd'hui, et cela a pour conséquence d'avoir une activité dans les prétoires extrêmement centrée sur ce fondement de la responsabilité du fait des choses et des animaux. On a donc un sujet très important. D'ailleurs, c'est souvent le cas des sujets qui sont proposés dans le cadre de l'épreuve de droit civil du concours de l'ENM complémentaire. Je me permets de vous rappeler que des sujets comme, il y a plus de 10 ans, la perte de chance, ou encore des sujets comme la cause, des sujets comme les conséquences civiles du divorce, un sujet comme celui de la force majeure, ou encore un sujet comme, celui que l'on envisage là, ensemble, la responsabilité du fait des choses et des animaux, c'est des grands sujets thématiques. C'est des grands points de droit. Ça appelle évidemment un certain nombre de connaissances. Je vais revenir sur ces principales connaissances qu'il fallait détenir. Mais cela implique aussi que tout candidat un peu sérieux, qui a correctement travaillé à partir de bases documentaires qui se veulent exhaustives et pourtant synthétiques, doit être capable d'aborder avec une certaine science cette épreuve. On comprend, parce que c'est un concours, qu'il va y avoir une sélection, que donc l'enjeu n'était pas seulement les connaissances. Bien sûr, les connaissances sont nécessaires, mais il faut aussi savoir très bien utiliser le code, il faut aussi avoir une certaine connaissance de l'actualité de la notion, et enfin, il faut avoir une bonne méthode. Et cette année-là, plus que d'autres années d'ailleurs, parce que le sujet était prévisible, là aussi, j'ai le plaisir de clairement rappeler que le sujet avait été fait au sein de notre prépa avec les élèves. On l'avait d'ailleurs donné en concours blanc. C'était le dernier concours blanc qui avait été fait par les candidats issus de l'ISP avant l'épreuve. Il fallait, pour faire la différence avec les autres, posséder toutes ces qualités, mais surtout, il fallait être capable de se positionner comme un magistrat. Je vais le dire très clairement, mais c'est vrai peut-être pour tous les annales, toutes les épreuves qui ont été données, surtout dans le cadre du concours de l'ENM complémentaire. On cherche à détecter des gens issus de la société, on va dire civile pour simplifier, mais on cherche à détecter parmi les professionnels ceux qui vont présenter des qualités de futurs magistrats, ceux qui sont capables de se positionner comme un magistrat. C'est donc totalement évident
qu'on n'attend pas simplement des gens qui ont des connaissances, même très importantes, qui sont capables de réciter uniquement. On cherche à détecter véritablement des candidats qui ont une vraie capacité de réflexion et de hauteur, une vraie rigueur, mais aussi une vraie capacité à la démonstration, ce qui fait le fort d'un magistrat. Eh bien, ce sujet sur la responsabilité du fait des choses et des animaux, c'est le propre de ces sujets-là qui permettent à un candidat de briller, mais aussi de montrer qu'il présente d'ores et déjà les qualités d'un futur magistrat. L'erreur à ne pas commettre, donc elle est simple, et je le dis, c'est valable quasiment toutes les années, mais peut-être que cette année-là, c'était encore plus évident, parce que le contenu est facile, même s'il est abondant. Eh bien, l'erreur à ne pas commettre, c'est la récitation basique. Regardez les meilleures copies qui figurent sur le site de l'ENM. Certaines sont évidemment celles d'étudiants de l'ISP. Regardez ces meilleures copies, il y a un point commun. Aucun des candidats n'est dans la pure récitation, n'est dans la restitution désordonnée des connaissances, même ordonnée d'ailleurs. Aucun candidat ne se contente de réciter un mémento ou de réciter un manuel, de cracher ses connaissances. Les introductions et les plans sont extrêmement soignés, mais surtout problématisés. Il y a une vraie intelligence de réflexion derrière les meilleures copies. Il est complètement évident que les meilleurs candidats avaient des connaissances solides, mais ils n'ont pas fait de ces connaissances le cœur de leur copie. Ces connaissances n'étaient que des moyens, des armes, pour asseoir une vraie réflexion, une vraie démonstration, et revenir sur des problématiques qui sont propres à celles du magistrat. Alors, on glisse doucement de ce qu'il ne fallait pas faire vers ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait d'abord, correctement se positionner. Lorsque l'on vous parle de la responsabilité du fait des choses et des animaux, il faut bien évidemment entendre que l'on est en droit de la responsabilité civile extra-contractuelle, que l'on est sur un pan de cette responsabilité civile extra-contractuelle, qui n'est pas celui de la responsabilité du fait personnel, ni celui de la responsabilité du fait d'autrui. Le droit de la responsabilité du fait des choses et des animaux, c'est un droit qui à lui seul est extrêmement étoffé. C'est évidemment le droit du principe général de responsabilité du fait des choses, qui a été découvert par la Cour de cassation à la fin du XIXe siècle. C'est aussi le droit de la responsabilité du fait des animaux de l'ancien article 1385 du Code civil. Je rappelle que à l'époque où le sujet a été donné, il n'y avait pas encore eu de renumérotation du Code civil et il n'y avait pas eu encore la réforme du droit des contrats qui a modifié les textes du Code civil dans leur numérotation. Donc on était encore sous l'ancien article 1385, lequel datait de 1804 et prévoyait la responsabilité du fait des animaux, mais c'est un texte dont l'application a beaucoup évolué sous la plume du juge. Au final, on s'aperçoit donc qu'on est face à un sujet extrêmement prétorien. Bien sûr qu'aujourd'hui, avec la réforme de la responsabilité civile, c'est un sujet qui est aussi d'essence législative. Mais à l'époque, en 2015, c'était un sujet de jurisprudence. Il fallait donc connaître sa jurisprudence et savoir l'utiliser. Bien sûr qu'il y avait le dossier documentaire qui était intéressant, bien qu'insuffisant. Certaines années, je le rappelle, il est très bien fait, d'autres années, il est un peu moins bien fait. Je pense que l'année sur la responsabilité du fait des choses et des animaux, le dossier documentaire était largement insuffisant. Il fallait avoir une très belle utilisation, une belle habitude d'utiliser les codes pour bien réussir l'épreuve. Cela s'apprend aussi, évidemment. Il fallait être capable de déterminer la jurisprudence donc qui allait servir la démonstration que l'on va envisager ensemble. Il fallait être aussi capable de faire la différence entre les arrêts importants, qu'on appelle les arrêts de majeur, les arrêts de principe,
ceux qui ont permis de façonner le droit, et les arrêts de mineurs ou arrêts d'illustration qui ne sont qu'une application de ce droit façonné par le juge dans les arrêts de principe. Il fallait donc aussi être capable de montrer dans votre copie, mais dès avant, dans la réunion de vos connaissances, quels étaient les points sur lesquels vous allez appuyer votre démonstration et quels étaient les points qui allaient simplement étayer votre démonstration. Et il fallait être donc capable de faire un tri de jurisprudence. Il est complètement évident qu'en matière de responsabilité du fait des choses et des animaux, il y a 3 grands arrêts qui devaient servir d'assiette fondamentale à votre discours. C'est les arrêts Téphaine de 1896, Gender de 1930 et Franck de 1941. Mais il y avait d'autres arrêts aussi importants qui allaient devoir être envisagés par un bon candidat. Ces autres arrêts pouvaient permettre de montrer les difficultés récentes que les juges ont eu finalement à mettre en œuvre la responsabilité du fait des choses et ce principe général face à l'évolution des risques notamment. Et je pense particulièrement à l'arrêt Bévitré, un arrêt Bévitré de 2005 qui est revenu complètement sur l'appréciation du fait actif après 10 ans d'hésitation prétorienne. Donc, premier point, il fallait avoir une belle maîtrise de la jurisprudence. Savoir bien utiliser son code. Deuxième point, il fallait avoir de la culture juridique. Une culture juridique qui doit s'apprendre au travers de la lecture de polycopiés, qui doit s'apprendre au travers de cours de culture juridique fondamentale en droit civil, ce que l'on essaye de faire. En effet, il faut être capable, lorsque l'on étudie le droit du délit notamment, de comprendre qu'il y a historiquement, depuis 1804, 3 temps. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire de l'histoire du droit, mais comprendre la construction d'une notion par le juge dans le temps, comprendre comment le juge a façonné le droit positif, c'est comprendre le droit positif. Pour être sûr de ne pas simplement réciter un manuel, il faut justifier l'élaboration d'un dispositif, d'une règle, d'un principe. Au XIXe siècle, la responsabilité du fait des choses est extrêmement limitée. Elle est centrée sur la responsabilité du fait des animaux et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine. Les textes du Code civil n'offrent que cette perspective extrêmement réduite de responsabilité du fait des choses. C'est en 1896 qu'a lieu cette immense révolution philosophique du droit de la responsabilité civile extra-contractuelle avec cette amorce de la consécration de la théorie des risques qui sera évidemment chère à Saleil et Josserand. Cette théorie des risques qui va être amorcée par la Cour de cassation dans cet arrêt Téphaine de 1896 dans lequel la Cour de cassation va s'émanciper presque du carcan de la loi, va donner une valeur prescriptive à un texte, l'article 1384 alinéa 1er, qui n'était qu'un texte de transition dans l'esprit des rédacteurs du Code civil de 1804. La Cour de cassation va ériger, consacrer le principe général de responsabilité du fait des choses. Il sera conforté, étayé, approfondi dans l'arrêt Gender de 1930, dans lequel la Cour de cassation va clairement exposer les conditions de la responsabilité générale du fait des choses, affirmant qu'il faut un fait actif de la chose qui va entraîner la responsabilité du gardien. Et donc il faut qualifier le gardien. Gardien qui va se qualifier au travers des éléments, le contrôle, la direction et l'usage de la chose qui sont, eux, définis dans l'arrêt Franck de 1941. Voilà comment utiliser les 3 grands arrêts pour mettre tout de suite en évidence ce que l'on appelle la consécration et les conditions du principe général de responsabilité du fait des choses. La Cour de cassation va d'ailleurs donner une influence saisissante à cet ensemble prétorien, puisque ça va aussi influencer la responsabilité du fait des animaux, qui va devenir elle aussi une responsabilité très objective, une responsabilité sans faute. Et l'on voit ainsi
que la culture juridique va nous permettre de comprendre le sens même de l'énoncé. La responsabilité du fait des choses et des animaux, bien évidemment. L'idée centrale était que l'on a un même fonctionnement, une même idée, un même dispositif en matière de responsabilité du fait des choses et des animaux, ce qui sera consacré bien plus tard par la réforme de la responsabilité civile au XXIe siècle. On a donc ici, au travers de notre connaissance de la culture juridique, à la fois défini comment utiliser, dans quelle direction aller pour utiliser cette assiette prétorienne fondamentale, mais on a aussi justifié l'énoncé, justifié le sens même du sujet. Autant vous dire que ceux qui ont fait dans leur copie la différence entre la responsabilité du fait des choses et des animaux se sont plantés. Ceux d'ailleurs qui n'ont pas traité de la responsabilité du fait des animaux, parce qu'ils n'avaient pas cette culture juridique pour expliquer que finalement, même si ce n'est pas le même texte, on procède de la même manière quand on est juge pour apprécier la responsabilité d'une chose en général et la responsabilité des animaux de manière plus particulière. Ceux qui ont distingué les deux responsabilités ou ceux qui ont tout simplement omis volontairement de parler de la responsabilité du fait des animaux parce qu'ils n'avaient pas cette culture juridique ont été sanctionnés. Une fois que l'on avait envisagé cette culture juridique, je rappelle, le premier point, il faut avoir des belles connaissances jurisprudentielles, deuxième point, il faut avoir cette culture juridique, il restait à réaliser la démonstration. Et pour réaliser cette démonstration, il fallait tout simplement poursuivre dans les temps de l'évolution prétorienne de la responsabilité du fait des choses des animaux, aller plus loin dans la culture juridique. Au XXe siècle, la Cour de cassation n'a donc jamais fait que renforcer et multiplier les applications de la responsabilité du fait des choses. Et à la fin du XXe siècle, on a connu quelques hésitations et atermoiements prétoriens justifiés par cette idée d'une indemnisation toujours plus poussée. Au passage, cette indemnisation toujours plus poussée est venue aussi du législateur, puisqu'en matière de responsabilité du fait des choses, il y a deux cas, deux régimes qui sont sortis du principe général. Je vous le rappelle, la loi Badinter de 1985 porte bien sur la responsabilité du fait des choses, puisque c'est une responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur. Sauf que cette responsabilité des VTAM ne repose plus justement sur 1384 alinéa 1er de l'époque, ne repose plus sur le principe général, s'est émancipé parce qu'il avait besoin de spécificité, d'une particularité, d'aller encore plus loin dans l'indemnisation. La loi Badinter de juillet 1985 a ainsi instauré un régime d'indemnisation spécifique. Autre régime d'indemnisation en matière de responsabilité du fait des choses qui a été érigé et qui a donc eu son autonomie par rapport au principe général, la responsabilité du fait des produits défectueux, que l'on sait issu d'une directive européenne, d'ailleurs initiée par le juge français, une directive européenne qui a été transcrite très tardivement en droit français en 1998 et dont l'application ne se fait pas sans difficulté aujourd'hui. On pense par exemple à la responsabilité du fait des vaccins, les vaccins étant des choses. On voit donc que le XXe siècle, ce deuxième temps de la construction, nous a amené toujours vers plus d'indemnisation, mais aussi, et c'est là le cœur de la démonstration, vers plus de complexité de la responsabilité du fait des choses et des animaux. On a un premier paradoxe qui se crée. On a donc voulu généraliser la responsabilité du fait des choses, dans un premier temps, pour permettre l'indemnisation, mais cette indemnisation a conduit, au contraire, à multiplier les régimes et à complexifier la matière. Et pour le juge, la responsabilité du fait des choses est aujourd'hui quelque chose de très complexe. On en arrive au troisième temps, celui qu'on devinait seulement en 2015, celui par lequel il fallait finir l'idée, le dernier temps à envisager. C'était presque comme une conclusion, comme une fin de dissertation, un grand 2B vers une conclusion ouverte, l'idée de rationalisation. On comprend le développement grand 1 de la responsabilité du fait des choses et des animaux,
mais on constate aussi sa complexification, de sorte qu'il faut rationaliser. Ça, c'est une vraie démonstration. Grand 1, le développement de la responsabilité du fait des choses. Grand 2, oui, mais une complexification, un enchevêtrement des régimes, une concurrence entre les régimes, des difficultés de mise en œuvre. Prenons l'exemple, encore une fois, des vaccins, ou prenons l'exemple de la notion d'implication en matière de responsabilité des véhicules terrestres à moteur. Aujourd'hui, il faut une rationalisation, laquelle intervient par la réforme de la responsabilité civile, tant souhaitée depuis 2009, et le rapport Béteille, le rapport du sénateur Béteille, qui a été largement approuvé par la Cour de cassation elle-même. Je synthétise. Des belles connaissances prétoriennes, une belle culture juridique, une capacité à se positionner comme le juge. Je développe, mais ça rend la matière plus complexe. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une simplification. Et ces 3 éléments devaient vous permettre à la fois de contenter un examinateur qui recherche beaucoup de rigueur juridique, de contenter un examinateur qui exige des connaissances solides, mais aussi de contenter un examinateur qui sélectionne des candidats qui ne voient pas les problèmes de droit en général, qui ne s'intéressent pas tant à la doctrine que, à ce qui se passe dans les prétoires. Je vous souhaite bon courage pour votre apprentissage du concours de l'ENM complémentaire. Encore une fois, je ne peux que vous féliciter si vous vous lancez dans cette aventure.